Bienvenue dans Un dodo à la fois, le podcast dédié au sommeil des enfants. Dans Un dodo à la fois, j'interviewe des parents afin qu'ils nous racontent leur histoire avec le sommeil de leur enfant. Parce que derrière chaque enfant qui dort, ou pas, il y a des parents qui tâtonnent et essayent et se remettent en question. On aborde aussi chaque mois des difficultés spécifiques que vous pourrez rencontrer un jour et je vous apporte plein d'infos pour mieux comprendre ce qui gêne le dodo de votre enfant. Et enfin, j'interviewe des professionnels de la petite enfance qui nous ouvrent de nouvelles pistes de réflexion sur tout ce qui peut impacter et améliorer le sommeil. Je m'appelle Mégane, maman de Mathieu, je suis consultante en sommeil des enfants et spécialiste du bien-être maternel. La mission de ce podcast, vous redonner confiance en tant que parent et vous rappeler que vous faites de votre mieux un dodo à la fois. Partagez les épisodes qui vous aident aux parents que vous connaissez et on se retrouve ensuite sur le compte Instagram megane.m. Bonne écoute! Aujourd'hui, sur Un dodo à la fois, j'ai la joie d'accueillir Virginie. Salut Virginie! Salut Mégane! J'avais vraiment hâte d'enregistrer cet épisode car on va parler d'un sujet que l'on n'a encore jamais évoqué dans le podcast, la neuroatypie. Tu es la maman de Logan et Evan, qui ont aujourd'hui 10 et 8 ans, respectivement, et qui sont neuroatypiques tous les deux. Tous les deux. Voilà, tu vas donc pouvoir nous raconter votre histoire, comment ça a impacté leur sommeil et les solutions que tu as trouvées pour apaiser le quotidien. Et avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressens aujourd'hui quand tu penses au sommeil de tes enfants ? Je pense surtout que ce n'est pas complètement fini. D'accord. Voilà. Donc les solutions que tu as trouvées et que tu continues de trouver, c'est ça ? Voilà, c'est ça. On est encore... En fait, c'est en dents de scie. Des fois, ça va aller. Et puis, par rapport à leur profil chacun, selon la journée qu'ils vont passer, on peut avoir un coucher encore difficile. Ok. Voilà, c'est là toutes les facettes de la neuroatypie. Donc le sommeil n'est jamais linéaire, mais il est encore moins pour les personnes Non, jamais. neuroatypiques. Est-ce que tu peux nous expliquer quels fonctionnements sont différents pour chacun d'eux ? Quelle forme de neuroatypie ils ont ? Alors, mon aîné, lui, il est multidys. Donc, il est dyslexique, dysorthographique, dyspraxique. Ok. Et avec une très grosse anxiété. D'accord. Voilà. C'est lié à la neuroatypie, mais il a un profil très anxieux. Et mon deuxième, donc il n'y a pas de diagnostic. Il est TDAH, D'accord. mais il n'y a pas de diagnostic posé parce qu'en fait, comme il est aussi haut potentiel, D'accord. au moment de la phase en fait de test, le fait qu'il ait cette intelligence-là et ce profil en fait de performance d'anxiété, les tests en fait ne révéleront rien. C'est biaisé, c'est ça ? Voilà. Il compense un peu d'une certaine Il façon. compense énormément. D'accord. Il compense énormément et en fait les tests, tu les passes seul dans une pièce avec une seule personne. Ok. Donc en fait, tu n'as pas tous les effets extérieurs. Donc généralement, ces profils-là réussissent les tests et donc du coup, le résultat ne se voit pas. Ok. On le sait parce que quand tu le vois, il bouge beaucoup, il a une très forte impulsivité, il y a aussi des troubles de la concentration. Par contre, tu ne peux pas poser de vrais diagnostics. D'accord. Ça, c'est embêtant pour toi ? C'est embêtant, non, parce qu'on le sait. C'est embêtant au niveau de l'école, parce que du coup, tu n'as pas d'appui pour prouver ce que tu dis. Donc, si tu tombes sur un professeur qui est réceptif à ça et qui voit de toute façon les troubles, il va mettre des choses en place et puis t'en auras d'autres qui te diront non, en fait, tant qu'il n'y a rien d'officiel, on fait rien. D'accord. Ouais, donc ça crée quand même une difficulté dans l'accompagnement du quotidien, quoi. Voilà, pour l'instant, on n'a pas eu à affronter ce genre de cas, mais effectivement, à un moment donné, je pense au collège, oui, effectivement, ça va être plus compliqué. Comment dormait ton aîné, du coup, au début ? Logan, ça donnait quoi les premiers mois ? Les premiers mois, il dormait avec nous. D'accord. Donc, directement dans notre lit, même pas en cododo. Cododo, partage de lit. Il dormait au milieu de nous. D'accord. Pendant un petit moment, quand même. Et puis, pour ses 1 an, on l'a mis dans sa chambre. Et les endormissements pouvaient prendre 1h, 1h30. Et je restais allongée par terre à côté de lui. D'accord. En attendant qu'il décroche, en fait. Qu'il lâche prise. Voilà. Et qu'il se laisse aller. Là où, du coup, en partage de lit, ça se faisait... Oui, il s'endormait en même temps que vous ? Plutôt rapidement, en fait. Voilà, c'était pas une fois qu'il était posé, il s'endormait. Non, mais c'est comme on passait la soirée, on se mettait la télé, puis il était petit, donc il finissait par s'endormir. D'accord. Et pour les siestes ? Les siestes, non, on n'a pas eu trop de soucis, mais il n'était pas calé, en fait. Il allait faire sa sieste au moment où il était fatigué. D'accord.
Et du coup, en termes d'endormissement, il s'endormait pas avec vous à ce moment-là? Non. Ou alors vous faisiez des siestes avec lui, mais Ou on faisait des siestes avec lui, effectivement, selon D'accord. les jours, mais sinon, non. Après, il pouvait dormir, par exemple, sur le canapé, je restais à côté de lui. OK. Il avait pas vraiment de rythme. OK. Pas d'habitude, pas de rythme. Mmh. Et du coup, toujours en présence? Oui. Ouais. Donc jamais seul dans sa chambre avant 1 an? Ouais. OK. Donc là, c'est devenu compliqué? C'est devenu compliqué parce que, les couchers étaient longs Ouais. et puis il s'est réveillé toutes les nuits pour nous rejoindre jusqu'à ses 7 ans. D'accord. Toutes les nuits sans exception. OK. Donc Toujours au même moment de la nuit? Non, à des moments différents. OK. Je crois que ça correspond un petit peu à la même phase de sommeil, mais tu as une longue plage, quoi. Mais c'était pas en début de nuit et c'était pas tôt le matin. D'accord. Mais oui, ça a commencé à être compliqué. Les couchers d'une heure, 1h30, c'est long. C'est long, faut avoir les nerfs qui tiennent. Qu'est-ce que vous faisiez exactement au moment du rituel du coucher à ce moment-là? Je lui lisais une histoire et puis après, je me mettais à côté de lui et puis j'attendais qu'il s'endorme. OK. Et lui, comment il agissait à ce moment-là? Alors lui, il bougeait, il parlait pas spécialement, mais voilà, il gardait les yeux ouverts, en fait. OK. Il était vraiment, tu sentais qu'il était pas dans une phase fatiguée, en fait. Il était dans une encore en phase d'éveil. D'accord. Et malgré tout, vous avez essayé de le coucher plus tard, plus tôt? On a essayé de le coucher plus tard, plus tôt, mais il y avait rien Rien n'y fait. Non. Donc c'était pas une histoire de fatigue? Il était pas, c'est pas qu'il manquait de fatigue, c'est qu'il arrivait pas Non, il arrivait pas à trouver le sommeil, je à pense. trouver le sommeil. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous, à ce moment-là? À ce moment-là, on s'est dit: «Eh ben, écoute, il va pas faire comme tout le monde, voilà. C'est comme ça, on va mettre plus de temps». Et puis, on se relayait, on faisait chacun notre tour, Quand moi, j'en pouvais plus, c'était le papa qui prenait le relais. Et puis on s'est dit: «Ça passera». Vous vous êtes dit: «C'est pas normal»? On s'est pas dit que c'était pas normal parce qu'on n'avait pas de point de comparaison, en fait. Donc non, on s'est pas dit que c'était pas normal, mais on était plus dans une phase où c'est comme ça qu'il a Comme décidé ça. que ce soit, on l'accompagne. C'est parfois pas plus mal de pas avoir de comparaison. Parce que ça peut être, hyper, culpabilisant et hyper, ça déstabilise beaucoup quand on se rend compte que, pour d'autres, on le pose dans le lit et puis on sort de la chambre, un bisou et puis voilà. Donc c'est là qu'on peut se dire, «OK, qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que mon enfant a de différent?» Là où du coup, quand tu as pas d'éléments de comparaison, juste tu ton enfant, tu fais ce qui est le mieux pour toi et puis tu te dis, «Ça finira par passer». C'est ça, on était loin des films où, un bisou, un câlin, j'éteins la lumière et à demain. Ouais. On était quand même très loin de ça, mais bon, en fait, voilà. Et puis j'ai eu mon fils très, très jeune. Donc il y a aussi où, autour de moi, il y avait pas et j'étais obligée de faire avec, Donc en fait, on l'a écouté, on a suivi son rythme et on s'est pas trop posé de questions. C'était difficile, hein, mais on a laissé faire. Et du coup, le réveil en milieu de nuit, il vous rejoignait au milieu du lit et puis il se rendormait, Ouais, il se glissait dans notre lit et puis il se rendormait. D'accord. Et là, vous avez pas cherché à essayer de le raccompagner vers son lit, vous l'avez accompagné dans le vôtre et puis, Si, on l'a fait ça à un moment ouais. donné. On a essayé de le raccompagner dans son lit, mais en fait, toi, t'es fatigué, en fait. Ouais. Donc tu le fais quelques fois et puis quand tu vois que ça marche pas, tu laisses tomber. Ouais. Et quand tu Parce vois que que ça marche, quand il revient dans ton lit et qu'il se rendort et que tout le monde se rendort, c'est tu ça. arrêtes d'essayer. C'est surtout qu'en plus, des fois, on le voyait même pas arriver. Donc et puis après, nous, c'est quelque chose où on est raccord aussi là-dessus. On aime beaucoup se réveiller avec nos enfants le matin. OK. Donc en fait, on n'a jamais effectivement forcé parce que nous, ça nous dérangeait pas. Jusqu'au jour où il est devenu grand et qu'il a pris de la place, où là, effectivement, on a essayé de trouver des solutions, mais en tout cas, toute cette petite enfance, on a laissé faire parce que se réveiller comme ça, nous, ça nous posait pas de problème. Comment ça s'est passé avec l'arrivée du deuxième, du coup? Voilà, avec l'arrivée du deuxième, on a dormi à 4 dans notre lit. Il faut un grand lit, du coup? On a investi dans un grand lit parce que on était 4. Le petit, donc, il était en cododo. Ouais. Donc, il y avait l'aîné au milieu de nous et le petit en cododo. Et puis après, quand lui est passé dans sa chambre aussi, pareil, il y a 1 an, on l'a mis aussi dans la chambre avec son frère. OK. Et ils venaient tous les 2. D'accord. Voilà. Donc pendant très longtemps, lui, par contre, plus que son frère, il s'endormait directement avec nous. D'accord. Mais après, voilà, des fois, je le mettais dans sa chambre. En fait, avec le recul, maintenant, je me rends compte qu'on n'avait aucun rythme.
Parce que autant des fois, je pouvais le prendre et il s'endormait avec moi, autant des fois, il allait dans sa chambre et il s'endormait dans sa chambre. Ben, je le couchais dans sa chambre, il n'y avait pas de rythme. Ouais. On faisait un peu comme on le sentait au moment. Aucun rythme. Ok. Et en même temps, ça fonctionnait comme ça. Ça marchait. Voilà. Ça marchait plus ou moins. Avec du recul, c'est vrai que tu te dis, on a quand même perdu pas mal de soirées. Parce que tu t'endors épuisé. Moi, le nombre de fois où je me suis endormie par terre, d'épuisement. Lui, du coup, doit s'endormir en se disant, bon, c'est plus très intéressant, elle dort, donc je vais m'endormir. C'est ça. Je pense que maintenant, il se dirait, je suis sûre qu'elle va rester là. Ouais. Donc, oui, tu crois qu'il y avait cette inquiétude-là, de se dire... que je parte. Ouais. Ouais. Et ça a perduré longtemps, du coup, parce qu'à 7 ans... Alors, les angoisses de séparation, effectivement, il y a la fameuse autour de 9 mois, puis après, à 18 mois, ça revient en force, et puis après, il peut y avoir plein d'épisodes qui fait que ça revient. Et plus tard dans sa vie là, dans sa vie d'enfant, de jeune enfant et de plus grand enfant, t'avais l'impression que c'était toujours ça? Cette peur-là que tu partes? Pour le grand, Ouais. Pour le grand, oui. Je pense qu'au début, c'était ça. Et puis après, je pense que ça a été l'habitude. Ouais. Et pour le petit, au jour d'aujourd'hui, donc, il aura 8 ans dans quelques jours et il dort encore avec nous. Ok. Il n'a toujours pas réussi à passer ce cap de s'endormir. Enfin, de s'endormir, oui. Parce que ça, du coup, on y a travaillé dur. Mais en tout cas, de dormir toute la nuit dans sa chambre, on n'y est pas encore. Ok. Tu dis que vous y avez travaillé dur pour le deuxième. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui permettre de s'endormir dans sa chambre? Alors, on est passé par plein d'étapes quand même. On a fait beaucoup de choses. Mes enfants ont changé de lit tous les ans. Ok. On a changé de lit tous les ans. On a changé l'emplacement des lits. On a changé les chambres. On a permuté, j'aurais même créé une chambre dans le salon. D'accord. Pour être sûre que je leur ai même donné ma chambre, pensant que c'était en fait peut-être ma chambre qui les rassurait. Je leur ai donné ma chambre. On a essayé vraiment plein de choses. Et puis après, au fur et à mesure que la sophrologie est arrivée dans nos vies, là, on a trouvé des solutions qui lui correspondaient mieux, en tout cas, qui répondaient mieux à ses besoins. Donc c'était pas une histoire d'environnement, mais plus une histoire d'apaisement interne. C'est une présence, vraiment, parce que là, on est partis récemment en vacances. Je le sais parce que ils ont dormi tous les deux dans le lit et nous, on était dans le lit d'à côté. Le petit a quitté... Dans la même pièce? Dans la même pièce. Ok. Le petit a quitté son lit et est allé dans le nôtre. Comme c'était des plus petits lits que ce qu'on a l'habitude, moi, je suis partie. Du coup, j'ai dormi avec le grand. Il s'est relevé, il m'a encore rejoint dans le lit avec le grand. Ok. Donc c'est pas une histoire de pièce, c'est pas une histoire de lit, c'est une question de toi. C'est une question de moi. Ok. Et du coup, en termes d'outils sophrologiques, parce que je le dis, tu es sophrologue aussi, t'accompagnes les enfants jusqu'à l'adolescence, Oui. c'est ça? À partir de 5 ans. Oui. Avant 5 ans, t'accompagnes plutôt les parents pour qu'ils accompagnent leurs enfants. Ouais. Et toi, du coup, en tant que maman, qu'est-ce que t'as mis en place comme outil de sophro à ce moment-là pour l'apaiser et faire en sorte qu'il se sente en sécurité et qu'il trouve le sommeil? C'est ça, en fait, c'est beaucoup d'analyse. Donc lui, je sais que par rapport à sa pathologie, je sais que le fait qu'il ait du mal à décrocher le soir, c'est surtout en lien avec le tonus en fait de son corps, qu'il a du mal à relâcher. Donc il est encore très tendu de sa journée. Par rapport à sa journée, en fait, il a accumulé beaucoup de tensions. Donc en fait, au moment du coucher, il faut d'abord qu'il libère les tensions de son corps pour se sentir apaisé. Pour lui, en tout cas, c'est beaucoup ça. Et surtout, c'est la réassurance. Ce qui marche assez bien avec lui, c'est le fait qu'il comprenne que je suis là et que je vais rester pas loin de lui, en fait. Donc le soir, on a mis en place une visualisation qui marche très bien avec donc la sophrologie, une visualisation, et en fait, on visualise un fil qui le relie, lui, jusqu'à moi, et je peux aller me coucher, je peux aller partout dans les pièces. Ce fil, en tout cas, il bougera jamais entre lui et moi. Ok. Donc, c'est beau. Ouais. Donc c'est beaucoup de répétitions pour qu'il arrive à ancrer cette image, cette croyance. Et puis voilà, petit à petit, en tout cas, les endormissements se passent mieux. Et toi, alors là, on parle du coup d'enfants plus grands, mais c'est hyper intéressant. C'est une visualisation que toi tu proposes et que toi tu guides, et lui, il fait rien à ce moment-là. Non. Il écoute et il visualise. Exactement. Ok. J'écris des petites histoires en fait pour le soir. C'est des histoires que le parent raconte, et en fait à l'intérieur j'y intègre de la visualisation et de la respiration. Et du coup, par automatisme, l'enfant va associer tout ça. Ok.
Bon, on reviendra tout à l'heure sur tout ce que les parents peuvent mettre en place, pour les enfants petits, puisque du coup, nous, on se concentre, plutôt sur les 0-5 ans, mais c'est bien que les parents d'enfants de cet âge-là aient des tips pour plus tard. Je reviens sur le tonus. Qu'est-ce que tu fais du coup c'est pour Evan, hein, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu fais pour Evan pour aider son corps à se relâcher et à libérer cette tension-là de la journée? On fait de la détente corporelle. C'est des exercices de détente corporelle. Donc, on amène en fait toutes les tensions à sortir. Donc, on peut serrer, par exemple, serrer les poings et relâcher. Et en fait, il faut évacuer les tensions avant de se mettre au lit. OK. Donc ça, c'est pareil pour les 0-5 ans. Il y a d'autres exercices à faire, par exemple comme un sas de décompression. Mmh. En fait, il y a plein de choses. Une fois qu'on sait et qu'on met le doigt sur quelque chose, il y a plein de choses à faire pour évacuer tout ça. Donc chez les plus petits, il peut y avoir c'est un sas de décompression, on appelle ça, où c'est le parent va par exemple jouer avec l'enfant pour l'amener lui à décharger les tensions de son corps OK. par le Là jeu. où certains parents vont avoir tendance à essayer de calmer coûte que coûte l'enfant, parfois c'est contre-productif. Il faut en fait Il faut qu'il décharge. qu'il décharge. Par contre, à cet âge-là, il faut réussir à mettre ce sas de décompression bien avant d'entamer la routine pour Ouais. laisser le temps après au corps de se détendre. Ouais. Donc presque, avant le repas, au final, avant le repas et ensuite, faire le repas et ensuite une routine calme du C'est coucher ça. c'est dans le cas de figure où du coup la tension qui a été accumulée pendant la journée a pas réussi à se décharger. C'est ça, Le ça but, marche. c'est d'essayer d'évacuer la tension au fur et à mesure de la journée pour éviter d'avoir ce trop-plein le soir, Alors à savoir que chez les enfants hyperactifs, tu peux faire ce que tu veux, tu peux même passer une journée entière sur ton canapé, il accumulera des tensions. Quand tu as un enfant qui a beaucoup de tonus, ou alors cette hyperactivité ou cette impulsivité motrice, les tensions, il faut qu'elles sortent. Comment ça se traduit en journée? Un enfant qui est vraiment, hyperactif, tout le temps, est-ce que c'est juste une tendance à dormir moins ou est-ce que c'est vraiment sur toutes les activités, Non, comment ça se traduit? c'est un enfant qui pourra pas rester assis pour faire une activité, ou alors quand, par exemple, sur une activité coloriage, c'est un enfant qui va lever les fesses, qui va bouger les jambes, qui va bouger les bras, qui va se lever. C'est un enfant qui ne peut pas rester calmement assis, en fait. C'est un enfant qui va courir plutôt que marcher. Mmh. C'est un enfant qui va sauter sur tout ce qu'il trouve. Et chez un bébé? Chez un bébé, on aura plus de mal. Chez un 3-5, à la limite, oui, tu le verras parce que ça va sauter sur le canapé. Après, c'est difficile de se repérer à cet âge-là parce que c'est des enfants pleins de vie, tout simplement. Mmh. Mais ça peut se repérer quand même. Ouais, De toute façon, en tant que parent, tu le sais. ouais. Si vraiment t'es confronté à ça, moi, je l'ai su pour mon fils, il avait 1 an. 1 an, et je me suis dit: «Il a quelque chose de différent, je le sais». Oui, c'était une des questions que j'allais te poser. À quel moment tu t'es dit: «Il y a quelque chose de différent», même si du coup t'avais, comme tu le disais tout à l'heure, t'avais pas d'éléments de comparaison. Non, Comment mais t'as pu te dire ça du coup? Qu'il y avait quelque chose qui était différent, mais différent par rapport à quoi? tu le ressens. Moi, je l'ai ressenti, sur, les échanges qu'on avait. OK, Alors, je te parle avec le petit, hein. d'accord. Je l'ai su parce que, par exemple, pour la propreté, je lui ai dit: «Écoute, on va enlever la couche», et en fait, je lui parlais comme si c'était, un adulte, tu vois? Mmh. Je lui ai expliqué tout, et en fait, du jour au lendemain, quand je lui ai expliqué l'histoire des couches, je lui avais donné un décompte. Je lui avais dit: «Tu sais, dans tant de dodo, on va enlever les couches», et je lui ai répété tous les jours. Le jour où je l'ai fait, il n'a jamais eu d'accident, que ce soit journée ou soir. OK. Il avait une compréhension. Pour la tétine, c'est pareil. Je lui ai dit, le jour de ses 3 ans, je lui ai dit: «Le jour de ton anniversaire, on enlèvera la tétine». Il s'est réveillé le jour de son anniversaire, donc il avait dormi la nuit avec sa tétine. Il s'est réveillé le matin, il ne me l'a plus jamais demandé. Une compréhension où tu te dis: «Il y a quelque chose». Mmh. Tu le sais en tant que parent, c'est il a parlé très tôt, ça c'est sûr, tu vois? Mais avec un vocabulaire, avec une compréhension, enfin tu le ressens. Vraiment, je pense que c'est quelque chose que tu ressens au fond de toi. Même si tu ne t'y connais pas ou si t'as pas Mmh. de tu le ressens. Ouais. Et malgré tout, sur cette histoire de sommeil, vous aviez beau verbaliser que ça serait important qu'ils viennent pas dans votre lit, peut-être que c'était pas, En fait, on n'y voyait pas vraiment de oui, problème. c'était pas un inconvénient, vous, à Non. ce moment-là? Et pour le soir? Pour l'endormissement du soir? L'endormissement, du coup, j'allais le coucher dans sa chambre les soirées où on avait envie d'être tranquille, où on avait envie d'avoir plus de temps. J'allais le coucher dans sa chambre et je passais du temps.
Il avait juste besoin de temps à ce moment-là. Il avait juste besoin de temps. Et en fait, c'est vrai qu'on s'est jamais posé trop de questions. Et pour nous, ça a jamais été une contrainte. Donc, je n'ai effectivement pas cherché de solution parce que j'y voyais pas d'inconvénient. Ouais. Et pour ton grand, tu l'as décelé tôt aussi? Non, plus tard, lui. Plus tard, on l'a su en fin de CP, début de CE1. D'accord. Parce que lui, pour le coup, il a, alors attention, uniquement des troubles de l'apprentissage. Donc ça, tu le décèles plus tard. Ouais. Mais tu parlais tout à l'heure d'anxiété, Et il a vous une l'avez vu quand prévalence. même. Ouais. L'anxiété, ça s'est vu aussi pareil, sur le milieu scolaire, en fait. Maintenant sur le milieu sportif aussi. OK. Mais tu le remarques pas avant parce que c'est des enfants et puis t'es moins confronté à ça. C'est un enfant où effectivement il avait un petit peu plus de mal à faire des choses dans l'inconnu. En soi, ça a engendré des difficultés de sommeil entre guillemets, mais que vous avez pas vu comme des difficultés de sommeil parce que vous avez, go with the flow comme on dit, vous êtes allés vous avez pas cherché à aller à contre-courant. Vous Non, avez suivi, vraiment le fait qu'ils mettent du temps à s'endormir, c'était une difficulté, mais vous avez pris entre guillemets votre, mal en patience et ça a fini par s'estomper. Le réveil de la nuit, vous l'avez accepté comme un réveil de la nuit où finalement ils venaient vous voir et puis tout le monde se rendormait et c'était très bien. Et les siestes, vous avez pas essayé de caler quoi que ce soit et du coup, ils s'endormaient, quand ils, avaient besoin de s'endormir, quoi. c'est ça. Mmh. Du coup, Evan et Logan, ils ont à peu près 2 ans de différence. À la naissance d'Evan, tu t'es dit que ça allait être, tu partais avec des appréhensions particulières, vu que le sommeil de Logan était était un peu différent? Je savais que, ça allait prendre un peu le même chemin. Mmh. Donc je suis pas partie avec des appréhensions parce que, je l'ai mis tout de suite en cododo. Donc je savais que j'allais le garder près de moi au début. Et puis après non, parce que alors pour lui, ça a duré moins longtemps, hein. Je passais moins de temps, à l'endormir. OK, Il lâchait prise plus facilement que son frère. d'accord. Mais je suis pas partie avec des appréhensions parce que en fait, on a accepté pour le grand, donc je savais qu'on allait accepter pour lui aussi. Et puis, s'il fallait qu'on dorme tous les 4, on dormirait tous les 4. On n'avait aucune règle. En fait, on a laissé faire les choses et on a cherché des solutions, hein. On a essayé plein de choses. Des nouvelles routines, des nouvelles histoires, des massages. On est passé par plein de choses. Mais en fait, on s'est laissé guider. Et du coup, en termes d'endormissement, il y avait quoi comme différence entre les 2? Là où tu disais que le 1er, donc ça prenait plus de temps et il avait juste besoin d'être à côté de toi et d'attendre, de lâcher prise. Là où pour Evan, tu disais que c'était un problème de tonus, donc du coup, qu'est-ce que vous faisiez de différent au moment du coucher entre l'un et l'autre? Alors, au début, quand il était petit, on savait pas que c'était un problème de tonus. D'accord. Ça, on l'a su, il y a 2 ans, quand on a commencé à vraiment, se pencher sur le sujet. OK. Et encore, même malgré ma formation de sophrologue, le problème du sommeil est venu que plus tard. Ouais. Donc non, c'était différent parce que alors maintenant avec le recul, je pense que c'est ça. Ça allait plus vite avec Evan parce qu'Evan, en fait, avait besoin que je me mette dans son lit et il avait besoin de me toucher. D'accord. Je pense que ça a eu un effet, où il lâchait prise plus vite parce que c'était pas les mêmes causes. Le grand, ça c'est quelque chose où, on l'a pas évoqué, mais la difficulté du grand, lui, c'est que sa tête n'arrête jamais de penser. D'accord. Et donc pour lui, c'est plus difficile parce qu'en fait, le soir, au moment où il va se coucher, où le moment, en fait, tout devient plus calme, c'est là où il a beaucoup de questions qui viennent en tête. Et donc en fait, c'est ça où lui, le lâcher prise est plus long parce que Evan, en soi, il avait besoin de me sentir, de me toucher et il lâchait prise plus vite. Le grand, lui, il avait besoin que je reste là, il avait besoin de me voir, de ma présence. Je pense une présence rassurante, mais au final, le problème, lui, c'était sa tête. OK. Ça tournait inlassablement Ça dans sa tournait trop. tête. Donc entre, tout ce qui s'est passé dans sa journée, qu'il a besoin de verbaliser, parce que quand il rentre de l'école, c'est pas un enfant qui verbalise. En fait, il a tellement eu, il a été surstimulé toute la journée, si tu veux, avec, le fait de se concentrer, le fait, d'écouter, de bien se comporter en classe, tout ça. Puis même tous les 10 qu'il a, font qu'il a besoin de 2 fois plus d'énergie qu'un autre enfant. Mmh. Donc quand il rentre de l'école, il parle pas. Ouais, c'est d'abord un temps de silence pour se Voilà. redescendre et après ça revient, Mais dans ça la revient soirée, à quel moment? Au moment du au coucher. moment du coucher.
Au Quand tout moment est où calme et que... exactement, quand tout devient calme et qu'il est allongé, là, tout revient en tête et donc c'est le moment où il a besoin de me raconter donc toute sa journée et c'est le moment où l'anxiété aussi parle parce que tout ce qui est encore inconnu, tous les événements qui vont arriver plus tard, c'est là où il me pose plein de questions, où il a besoin d'avoir des réponses et tant que, il ne lâche pas, prise en fait sur ses pensées, il n'arrive pas à s'endormir. Et ça, à part le temps, il y a Alors quelque chose maintenant qui joue? oui, maintenant, aujourd'hui, avec la sophrologie, on arrive, mais avant, je le savais pas. Ouais. Je Parce l'écoutais qu'avant, du parler. coup, petit, à partir du moment où il a commencé à parler, ça se manifestait comme ça? Non, Il avait il besoin de parlait parler? pas, quand il était petit, il parlait pas, il restait juste allongé, les yeux ouverts. OK, Tu sentais qu'il se passait des trucs dans sa tête, mais il parlait pas. d'accord. Ouais, donc c'était peut-être, d'autant plus difficile, Voilà. d'autant plus long parce qu'en fait, il avait pas la possibilité de Il faire est voilà. sortir, Alors tout ce là, qui se passait dans sa aujourd'hui, tête. je le fais parler parce que je sais que c'est ça le Mmh. problème. Mais il y a encore, je te dis, il y a encore 2-3 ans, en fait, juste il reste dans son lit et il te regarde, il te fixe en fait et tu vois que dans sa tête, il se passe 1000 choses, mais il l'extériorise pas. D'accord. Maintenant, je le fais parler parce que maintenant, je sais c'est quoi son problème et je sais que, voilà, on avance le coucher un petit peu, comme ça on a le temps de discuter, il a le temps de me poser ses questions et après je l'aide à, mettre son cerveau en pause. OK. Et du coup, l'endormissement prend moins de temps? L'endormissement prend moins de temps maintenant pour lui. Il demande même à se coucher seul. D'accord. Bon, maintenant, il a 10 ans. Il a 10 ans. Mais ouais. Ouais, c'est à partir du moment où et tu penses que c'est ça? C'est le fait de l'avoir aidé à verbaliser et à sortir tout ce qu'il avait de la tête et du coup à calmer son anxiété, de Maintenant, ses il de se ses comprend. angoisses de journée? Ouais. En fait, à partir du moment où tu sais, pourquoi tu fais ça, je pense que déjà, tu as fait la moitié du truc. Et ça, ce que tu fais pour lui, ce que tu as commencé à faire pour lui à 7 ans, tu peux le faire plus tôt? Oui, tu peux le faire plus tôt si tu le sais, si tu es informé. À partir de quel âge tu peux le faire? Ça, c'est quelque chose, il faut quand même que tu puisses avoir un échange, donc je te dirais 5 ans. Ouais. Mmh. Même avec des enfants qui parlent très tôt? Avec des enfants qui parlent très tôt, je pense que tu peux avoir des choses à faire, à intégrer dans ta routine, mais Mmh. après la sophrologie pure, avec de la visualisation parce que là, en fait, pour te donner l'exemple, avec lui, on éteint l'interrupteur. Donc il faut pouvoir se projeter, il faut pouvoir visualiser. Ah, tu éteins l'interrupteur mental? Eh oui, D'accord. Oui. donc c'est pour ça que je te dirais quand même 5 ans. OK. Avant, tu as des choses à faire, le parent a des choses à faire, Ouais. le parent a des choses à mettre en place pour arriver à cette fin-là. Et l'enfant en autonomie, pas avant 5 ans comme ça. OK. Donc on va en venir à tout ce que les parents, peuvent mettre en place. Tu es sophrologue depuis quand? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Tu t'es formée, suite aux difficultés de tes enfants? Ouais, Ah ouais. Ça a fait naître une vocation? c'est ça. En fait, surtout l'anxiété, en fait, à la base. J'ai OK. voulu aider, donc mon aîné avec son anxiété, qui lui posait beaucoup de problèmes au quotidien sur, les évaluations, sur les tests, sur le sport, et donc j'ai voulu aider cette anxiété avec la sophrologie et petit à petit, on a mis le doigt sur plein d'autres choses et on a vu que ça pouvait aider dans plein d'autres domaines, en fait. Carrément. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, la sophrologie, pour les personnes qui connaissent pas? La sophrologie, c'est, donc il y a 3 piliers. C'est à l'aide de la respiration, de la détente corporelle et de la visualisation et en fait, on amène, donc moi je travaille avec les enfants et les adolescents, j'amène les enfants et les adolescents en fait à, comprendre, à être à l'écoute de soi et en fait d'arriver à gérer l'intensité de l'émotion à travers ces 3 piliers. On n'empêche pas l'émotion, parce que Mmh. l'émotion, si elle est là, il faut qu'elle te traverse. On ne l'empêche pas. Par contre, on apprend à gérer l'intensité et en tout cas à gérer, ce qu'on veut que ça en fasse. OK. Du coup, des outils qui peuvent être mis en place par les adultes pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants. Oui. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu proposes comme outil aux parents pour, les aider à gérer les difficultés de sommeil de leurs enfants? Ou les difficultés tout court, mais, même si on se concentre un petit peu sur le sommeil? Alors en soi, le parent, peu importe l'âge de l'enfant, même si c'est, enfant ou adolescent, le parent a un rôle principal, là-dedans. Donc chez les 0-5 ans, ça va être lui, le régulateur de l'enfant. C'est vraiment le socle de la sécurité pour l'enfant. Donc le parent va pouvoir amener toutes ces techniques-là et l'enfant va s'en imprégner, en fait. Mmh. Donc la respiration, par exemple, parce que là, on parle donc du sommeil, ce que j'invite les parents à faire le soir, c'est
de prendre son enfant, de respirer lui calmement. Et en fait, l'enfant va caler la respiration sur la respiration du parent. Après, plus tard, donc en tant qu'enfant et adolescent, les parents, c'est très important qu'ils comprennent pourquoi il y a telle situation. Je pense que de se renseigner et de comprendre vraiment le problème plus profondément que les situations qui sont vécues, ça aide le parent déjà à déculpabiliser et surtout à vraiment bien accompagner l'enfant en mettant des outils en place à la maison. Par exemple, des situations toutes bêtes qui peuvent être évitées quand on sait ce que ça va déclencher. Ça crée du coup une anticipation du parent et ça limite les crises, ça limite les débordements. Les enfants atypiques ont une hypersensibilité plus développée. En fait, en prenant connaissance de toutes ces choses, de tout le monde de l'atypie, de tout ce qu'il y a autour et pas seulement le trouble. Parce que oui, il y a le trouble, il y a les 10, il y a le TDAH, mais il y a tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire l'anxiété, le manque de confiance, le manque d'estime de soi, l'hypersensibilité. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, informer les parents et que vraiment ils comprennent pourquoi toutes ces situations ont lieu, je pense que c'est déjà très important. Et là, le but, c'est du coup d'éviter certaines situations. C'est pas éviter, parce que si la situation doit se passer, elle se passera. Mais en tout cas, que tout se passe plus calmement. Oui, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, de faire baisser l'intensité de l'émotion et pas éviter ou. Non, il faut pas l'éviter. Mais par contre, il faut tempérer cette émotion. Elle peut te traverser. Par contre, en fait, avec les enfants, je visualise souvent un feu tricolore. Ok. Je prends souvent cette image-là parce que c'est quelque chose qu'ils comprennent très facilement. Quand t'es en rouge, la voiture, elle s'arrête. Quand t'es en orange, il faut ralentir. Et quand t'es vert, tu peux y aller. Okay. Mais l'émotion, c'est pareil. Quand t'arrives au niveau orange, il faut que tu ralentisses. Okay. C'est le moment de prendre conscience de cette émotion-là. Et c'est à ce moment-là qu'il faut agir pour que tu puisses repasser au vert. Et pas partir dans le rouge. Okay. Et quand t'es dans le rouge, par contre, c'est le moment de s'arrêter. Il faut que tu t'arrêtes, que tu te concentres sur ce que tu es en train de vivre, de l'accepter et de repartir. Ah, c'est une belle image. C'est une image facile de visualisation, en tout cas pour les enfants. Ils comprennent très bien le sens du feu tricolore. Bien sûr. Et donc, je trouve que c'est plus facile pour se projeter. Quand tu es dans le rouge, même tu peux le verbaliser, toi, en tant que parent, tu vois, c'est quelque chose, c'est un exercice à mettre en place facilement avec ton enfant. Tu peux très bien verbaliser à ton enfant, tu sais, là, actuellement, je suis dans le rouge. Je pense que c'est un temps où il faut que tu ailles de ton côté, que j'aille du mien, que je fasse mes exercices pour que je puisse repasser tranquillement au orange et après au vert. Ça peut être en fait des outils de discussion, de compréhension. Parce qu'un enfant, quand toi, tu vas t'énerver, tout de suite, il va ressentir dans l'intonation de ta voix, dans tes gestes, dans ton regard. Et tout de suite, il va se braquer. Alors que si tu le verbalises calmement, écoute, là je suis dans le rouge, j'ai besoin d'un temps pour moi. L'enfant ne se sent pas agressé, si tu veux. Et puis il dit pas que c'est de sa faute. Il comprend que c'est l'émotion du parent qui appartient au parent et que le parent fait en sorte de pouvoir gérer et calmer sa propre émotion avant de revenir. Et puis c'est important que les enfants comprennent aussi que nous, en tant que parents, on a des émotions. Bien sûr. Donc il faut laisser le temps et à l'enfant et aux parents de la vivre, cette émotion. Et de pouvoir redescendre. D'abord au feu orange, parce qu'on repasse pas du rouge au vert tout de suite. T'as la redescendre d'abord. Et ça, c'est une image intéressante à garder en tête pour les parents qui sont des parents d'enfants plus jeunes, qui, même sans le verbaliser à leur enfant, seront peut-être plus capables de se dire « Ok, là, il est dans le orange, on va limiter les stimulations et essayer de redescendre en pression pour que ça évite de passer dans le rouge. » Exactement. Typiquement au moment du coucher, par exemple. Exactement. En fait, la sophrologie, en tout cas l'accompagnement que j'en fais au niveau des parents, c'est vraiment de décortiquer au mieux les situations du quotidien. Pour en fait que tu comprennes tout le fonctionnement de ton enfant et que tu comprennes à quel moment, du coup, il est dans le orange et à quel moment, toi, tu dois agir pour pas qu'il déborde, pour pas qu'il parte dans le rouge. Parce que l'émotion à orange, il peut la vivre. Mais par contre, une fois que tu es dans le rouge, c'est là où, du coup, tu ne peux plus rien faire parce que c'est un moment donné, c'est un moment où il ne t'entend plus.
Donc le but de tout ça, c'est de comprendre au mieux toutes les situations, de comprendre aussi qu'est-ce qui a amené cette situation. Une fois que tu comprends pourquoi, même quand tu fais une colère, quand ton enfant va te faire une colère, si tu sais pourquoi ça a débordé, toi, à l'intérieur de toi, tu interprètes les choses différemment et tu t'énerves moins, en fait, parce que du coup, tu sais ce qu'il y a à faire derrière, tu sais l'accompagnement et le rôle que tu as à jouer. C'est très important que les parents comprennent pourquoi il se passe tout ça. Et c'est d'autant plus difficile à comprendre quand tu as des profils neuroatypiques parce que d'une certaine façon, ils n'ont pas tout à fait le même fonctionnement que nous. Ce serait quoi la meilleure source d'information pour s'informer sur la neuroatypie pour toi? Ouais, il y a plein de professionnels maintenant qui sont là-dessus. Non, mais t'as plein d'associations, t'as plein de forums, t'as plein de... Maintenant, en plus, on en parle de plus en plus. T'as même beaucoup de... Des conférences Des conférences, voilà, exactement. Tu as de plus en plus de conférences qui ont lieu sur la neuroatypie où justement, en fait, ils vont te détailler le profil des enfants et voir si tu y reconnais ton enfant là-dedans. Et à ce moment-là, après, ils te donnent toutes les clés pour aller voir. Donc, tu as les neuropsys, tu as les neuropédiatres, tu as les orthophonistes aussi qui sont... Oui, pour tout ce qui est trouble 10, plutôt. Trouble 10, exactement. Tu as les psychomotriciennes, tu as les ergothérapeutes. Tu as énormément de professionnels qui prennent en compte toutes ces difficultés. Juste pour faire un point, parce qu'on ne l'a pas précisé, avant de revenir sur ce que les parents peuvent faire, dans les formes de neuroatypie, tu as donc tout ce qui est TSA, trouble du spectre autistique. Oui. Tu as le TDA ou TDAH. Oui, avec les troubles 10. Hyperactivité. Ouais. Tous les troubles 10. C'est pas un trouble du neurodéveloppement. C'est une forme d'atypie, mais ce n'est pas un trouble. Tu as le HPI, mais ce n'est pas un trouble. Mais c'est pas un trouble. Non, c'est un profil atypique. Ok. Parce que ce n'est pas comme ils estiment la normalité, Ok. mais ce n'est pas un trouble. D'accord. Tu as le HPI et tu as le HPE aussi, haut potentiel émotionnel. Donc haut potentiel intellectuel et haut potentiel émotionnel. Exactement. Comment ça se traduit en haut potentiel émotionnel? C'est l'hypersensibilité. C'est l'ultrasensibilité. Voilà, exactement. Okay. Bien au-dessus, du coup. D'accord. Parce que tous les profils atypiques vont avoir une sensibilité plus... Oui. Voilà, ça c'est donc sûr. Donc c'est un haut potentiel émotionnel, mais vraiment plus. Voilà, parce qu'en soi, tous les profils neuroatypiques ont un profil émotionnel beaucoup plus sensible que les autres. Tous les profils atypiques, ça c'est sûr. Ouais. Par contre, le haut potentiel émotionnel, c'est encore un autre stade. Ok. Du coup, on revient sur ce que les parents peuvent déceler dans la petite enfance, donc entre 0 et 5 ans, pour pouvoir déceler une forme de neuroatypie. Qu'est-ce qu'un parent peut détecter à ces âges-là? Alors, c'est très peu probable d'avoir un diagnostic, en tout cas avant 5 ans. Par contre, il y a des annonciateurs, on va dire. Si, par exemple, votre enfant est hyper ou hyposensible, que ce soit auditif ou sensoriel, il peut y avoir donc cette sensibilité aux émotions, où vous remarquez que votre enfant fait des colères un petit peu plus importantes que les autres enfants du parc, par exemple. Sans poser de diagnostic, évidemment, mais vous voyez une différence dans l'intensité de la gestion des choses. Pareil pour donc les troubles des apprentissages, c'est pareil, si votre enfant a un retard de langage, vous pouvez potentiellement penser qu'effectivement plus tard ça pourrait être traduit comme un trouble. Et après il peut y avoir, dans le cas de troubles du spectre autistique, des enfants qui parlent très très tard. Là c'est pas une problématique de déchiffrage ou de problématique 10, c'est plus... Non, là vous le remarquerez aussi peut-être dans le sens où sur la sociabilité. Ok. Un enfant qui se met plus en retrait, moins d'interaction quand vous allez en lieu public, un enfant qui aura tendance à être, qui aura peur du bruit extérieur. Et du coup, tu disais tout à l'heure, en off, qu'il y avait un diagnostic à partir du moment où le trouble s'installait dans la durée, c'est ça? Exactement, ça devient un trouble si ce que vous remarquez s'installe dans la durée, effectivement. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez commencer à vous poser des questions et aller vers les professionnels adaptés. Et donc, dans ce que les parents peuvent mettre en place, alors là, on va se concentrer sur le sommeil, mais pour apaiser le sommeil de l'enfant, notamment au moment de l'endormissement, parce que souvent, pour ce type de trouble, c'est souvent au moment de l'endormissement que ça se joue. Tu parlais tout à l'heure des 3 piliers que tu utilises en sophrologie, donc
la respiration, le fait de calmer le corps, comment t'appelles ça? La détente corporelle. La détente corporelle et après la visualisation. Alors la visualisation, j'imagine qu'avant 5 ans, effectivement, c'est compliqué, abstrait. c'est complètement abstrait, donc Ouais. tu peux pas faire en sorte qu'un enfant visualise. Non. Je reprends ton exemple de l'interrupteur tout à l'heure avec mon fils de 2 ans, clairement si je lui dis: «Il faut éteindre l'interrupteur», il va se lever et puis aller éteindre l'interrupteur de la chambre. Exactement. Donc pour la respiration, on comprend bien ce qu'on peut faire en tant que parent pour, avoir de la co-régulation et faire en Exactement. sorte de calmer sa propre respiration pour calmer celle de l'enfant. Et après pour tout ce qui est, détente corporelle, on peut faire tout ce qui est, pression, enfin tout ce qui est, activation du système, parasympathique, et des récepteurs, proprioceptifs du corps pour, amener le corps à prendre conscience de ce qu'il est dans l'espace, même avant 5 ans. Alors ça, ce que je conseille comme exercice aux parents, au moment de la routine donc du coucher, on peut éventuellement prendre son enfant dans les bras et exercer des pressions. Des pressions sur différents points. On a, les épaules, on a au niveau du dos, on a au niveau des jambes. Et ça, en fait, ça amène le corps à une détente, à un ressenti, d'apaisement. Mmh. Donc ça peut être intéressant. À cet âge-là, ça va beaucoup être de la respiration et puis ça va être surtout, comment vous amenez votre enfant au coucher. Ça, c'est ce que je travaille le plus avec les parents, comment on programme cette routine. Donc, C'est-à-dire? c'est-à-dire que, l'intonation de la voix qui change, la lumière, l'environnement, ça va être toutes ces étapes, toute cette répétition aussi. C'est très important que l'enfant comprenne, qu'il va aller se coucher. Mmh. Mais pour l'emmener à se coucher, effectivement, cette routine d'étape après étape qui reste constante, aux mêmes heures, au même moment, c'est important. Et d'amener, en fait, comme je vous disais, donc le sas de décompression pour la détente corporelle peut être faite avant la routine, pour après, au moment de la routine, garder ce que j'ai visualisé avec une maman, parce que du coup, la visualisation, je la fais avec la maman, avec le parent. Je lui ai fait visualiser un long couloir et que la porte finale, c'était le moment de l'endormissement. Et qu'en fait, il fallait passer toutes ces portes. Il fallait passer donc ce sas de décompression. Et puis après, on passait dans une autre étape, en fait, un autre sas, le sas de la détente. Et la dernière porte de ce couloir, en fait, c'est le moment où votre enfant s'est endormi. Ça aide aussi en tant que parent pour, pas regarder, tout en haut de la montagne, le sommet qui semble inaccessible, mais de voir, marche par marche, en fait. Exactement. Et en fait, c le coucher de votre enfant va se passer selon votre état à vous. Mmh. Si vous le faites dans la précipitation, votre enfant va le ressentir. Il y a des choses comme ça où, c'est pareil, bon, je vous glisse, plein de tips, hein. J'ai enregistré une histoire à mon fils, l'histoire que je lui lis. Je l'ai enregistrée avec ma propre voix. Parce qu'il y a des soirs où j'ai pas envie. Et il faut être honnête, il y a des C'est soirs normal. où j'ai pas envie. Il y a des Mmh. soirs où, je suis fâchée contre lui et donc je sais que l'intonation de ma voix ne sera pas la même et il va le ressentir. Donc à ce moment-là, je lui mets mon audio OK, pour et que tu lui lui expliques pourquoi? et je lui explique pourquoi. Mmh. Mais lui, en tout cas, je reste là, je reste présente par contre. Parce que je ne veux pas qu'il soit frustré, je ne veux pas qu'il se sente Mmh. abandonné. Je reste présente. Par contre, je sais que je ne serai pas capable de lire l'histoire de l'intonation, qui le rassurera. Qu'il le ferait du bien, ouais. Donc je lui mets l'audio. OK, super tips. Et après pour calmer toutes les formes, d'anxiété, liées notamment à la séparation que toi tu as vécue, pour tes 2, avant 5 ans quand tu as pas l'outil de visualisation, tu prends juste ton mal en patience et tu restes? Exactement. C'est vraiment très important, d'accepter qu'il va y avoir des ratés, qu'il y aura des couchers plus difficiles. C'est vraiment important de répondre aux besoins de l'enfant s'il a besoin, de votre présence la nuit et vraiment, en fait, cette case d'assurance va se construire petit à petit. Mmh. Si vous remplissez tous les piliers comme ça, sa jauge de sécurité aura atteint, en fait, le sommet de la jauge rapidement, Mmh. en fait. C'est bien cette image de la jauge parce que du coup, on se doute que tout au long de la vie de l'enfant, elle se remplit progressivement. Elle peut baisser et réaugmenter en fonction de ce qui se passe, avec certains événements ou ce qui se passe pendant la journée et cetera. Mais au fil du temps, si au fil des mois et des années, on fait attention à la remplir suffisamment,
un jour, elle sera suffisamment haute pour qu'il n'ait pas forcément besoin et elle redescende pas. Alors, il faut bien comprendre que l'atypie, c'est en dents de scie. Peu importe, peu importe le sujet, que ce soit le sommeil, la vie, l'énervement, tout sera en dents de scie avec un enfant atypique. Ça, il faut le garder en tête. C'est important. Mais effectivement, le fait de remplir ce réservoir, au jour d'aujourd'hui, mon fils de 10 ans a atteint tous ses réservoirs. Et il manque de rien et il s'endort seul et tout va bien. Et puis si un jour son réservoir il baisse parce qu'il a vécu un moment difficile dans sa journée ou ça nous arrive encore le soir, je me couche à côté de lui et puis on remet une petite dose de réassurance ou on remet une petite dose de sécurité. On remet la dose qui manque en fait. On remplit la jauge. Voilà. Ça a été quoi le plus difficile pour toi dans cette histoire? Je pense que c'est de pas craquer. Je pense que vraiment, le plus difficile, c'est ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour toutes les mamans solo ou papas solo. Vraiment, parce que plein de fois, j'ai dû appeler mon mari en lui disant: «Écoute, il faut que j'aille souffler, en fait». Et on peut pas casser cette présence parce que du coup, on fait repartir l'enfant dans ses émotions. Donc on peut pas casser cette présence. Et j'ai eu énormément de chance, effectivement, de pouvoir passer le relais, ne serait-ce que 5 minutes et d'aller souffler. Pour moi, vraiment, le plus dur, c'est ça. On a accepté, on a fait à leur rythme, mais ça n'a pas été facile. C'était vraiment, psychologiquement, c'est dur. Ouais, faut être là constamment, quoi. Exactement. Ça vient puiser beaucoup dans les ressources. Et puis au bout d'un moment, au bout de 30, 45 minutes, 1 heure, tu te dis: «Bon, en fait, j'ai autre chose à faire, en fait. Moi aussi, je suis fatiguée, moi aussi, faut que j'aille ranger ma cuisine ou faut que je finisse un dossier». J'ai envie de temps pour moi, ouais. Et j'ai envie de temps pour moi parce que toi aussi, tu as eu toute ta journée, où tu as été beaucoup stimulée et que tu as besoin aussi de souffler. Donc pour moi, le plus dur, ça a été ça. Ça fonctionnait bien avec le papa aussi? Non, parce qu'il fallait que ce soit moi qui les endorme. OK. Voilà. Donc le papa, c'était juste pour Le tampon. temporiser? Exactement, OK. c'était le tampon. OK. Mais c'est un tampon, très, très efficace. Bien sûr. Vraiment, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de respect pour, ceux qui gèrent tout et seuls, Qui ont pas de tampon du tout. qui ont pas de tampon du tout. Ouais. Vraiment, faut être, très, très solide. Du coup, avant de se quitter, pour les parents d'enfants qui sont presque plus grands, en tout cas qui sont en âge d'approcher des 5 ans et qui vont basculer vers des enfants plus grands qui pourront appliquer d'autres outils, qu'est-ce que tu leur proposes concrètement? Alors, j'ai créé une checklist du sommeil en lien direct avec la sophrologie. Donc en fait, c'est 5 piliers, à checker chaque soir et si le pilier n'est pas rempli, il y a un exercice de sophrologie associé que l'enfant peut faire seul, selon son âge ou avec le parent. Très bien. Et si tu veux, pour tes auditeurs, je peux te lire la définition des 5 piliers. OK, vas-y. Le premier, c'est checker la sensibilité. Être sensible, c'est ressentir plus fort les émotions, les bruits, les lumières, les pensées. Tout peut prendre beaucoup plus de place à l'intérieur de toi, et surtout le soir. Quand ta journée a été trop bien, ou au contraire difficile, ou encore pleine de surprises, ton corps et ta tête continuent encore d'y penser un peu trop fort. Et au moment du coucher, ta tête n'est pas prête à aller se reposer. Le deuxième pilier, c'est ton besoin de repère et de contrôle. Ton cerveau aime savoir ce qui va se passer. Le soir, quand tout devient plus calme, ta tête peut se mettre à penser à demain. Tu te demandes peut-être comment va se passer ta journée? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment je vais m'habiller? Ou encore, est-ce que tout ira bien? Comme tu n'as pas toutes les réponses, ton cerveau reste en alerte, comme s'il devait encore surveiller. Pareil pour les repères. Si tu as manqué une étape dans ta routine du soir, ou s'il manque quelque chose à tes habitudes, ta tête aura du mal à s'autoriser le repos. Tu penseras encore et encore à cette chose qui te manque. Le troisième, ta tête réfléchit encore beaucoup. Parfois, ton corps est fatigué, mais ta tête, elle, continue de travailler. Elle n'a pas compris que la journée était finie. Les idées arrivent les unes après les autres, les questions, les souvenirs, les images, et ça ne s'arrête plus. Elle laisse peut-être même entrer des images négatives qui t'empêcheront encore plus de te laisser aller au repos. Ce n'est pas que tu ne veux pas dormir, c'est que ton cerveau va trop vite et ne veut pas ralentir. Quatrième, les tensions dans ton corps. Ton corps se souvient de sa journée.
même quand tu es allongé, lui peut rester tendu à l'intérieur. Dans ton ventre, tes épaules, tes jambes, ta mâchoire. Peut-être que tu bouges beaucoup, que tu n'arrives pas à trouver une bonne position pour t'endormir, trouver une position confortable. C'est normal, ton corps a besoin d'aide pour comprendre qu'il peut enfin se relâcher. Et le dernier, ton besoin de sécurité et de réassurance. Pour dormir paisiblement, tu as besoin de te sentir en sécurité. Le soir, quand tout devient silencieux, tu comprends que c'est le moment d'aller dormir. Donc, que les lumières vont s'éteindre, que la nuit va tomber, que tu vas devoir aller te glisser dans ton lit pour te reposer. Et c'est souvent à ce moment-là que tu as envie de te lever une dernière fois, boire un peu ou demander un dernier câlin. En réalité, tu as besoin de savoir que quelqu'un veille sur toi, que tout va bien se passer et que tu peux lâcher prise. Voilà. C'est génial. Donc, c'est les 5 piliers que vous pouvez aborder avec votre enfant le soir au moment de se coucher pour voir si, en tout cas, ces 5 piliers-là sont bien OK. Ok. Et même pour les enfants plus petits, ça permet de se faire une checklist en tant que parent Exactement. pour se dire, ok, ça va, ça va. Qu'est-ce qui pourrait le gêner et est-ce que les 5 cases, sont bien cochées pour que tout aille bien au moment du coucher. Exactement. Mais du coup, dans ces cas-là, en tant que parent, en tant que spectateur. Merci beaucoup, Virginie, de nous avoir donné autant de conseils et d'avoir témoigné de ta vie de maman, d'enfant neuroatypique. Merci à toi. Et je te souhaite une belle continuation et j'hésiterai pas à envoyer les parents vers toi. Avec plaisir. À très vite, merci beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter un épisode de Un dodo à la fois. Un grand merci pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles si cet épisode vous a plu et à le partager autour de vous pour qu'il aide d'autres parents. Pour plus d'infos sur le sommeil, je vous invite à me suivre sur Instagram sous le nom Megan M, MEGA2NE.M. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite.